Les renseignements contenus dans le balado Action rapide sont donnés à titre informatif et éducatif. Ils ne peuvent pas se substituer à l'avis des professionnels de la santé. Si vous avez des questions sur votre état de santé, consultez un professionnel. Les animateurs reçoivent des honoraires à visée éducative d'Altamed ou d'Alliance Pharma pour ce balado. Ils sont donc seuls responsables du contenu de ce balado. Bienvenue à Action rapide, un podcast fait par des pharmaciens pour des pharmaciens. À bout! Donc, je suis présentement avec mes deux co-animateurs préférés, avec Marie-France Nicole, qui est une pharmacienne passionnée en gestion de procédures et d'organisation de travail. L'érudite. Oui, l'érudite, celle qui vous fait des super beaux résumés à la fin de nos épisodes. Et avec Michael Tourigny, notre pharmacien propriétaire qui est passionné de gestion, comme il est propriétaire, et aussi passionné de Monster. C'est un nouveau papa et sa tasse, c'est pas de l'eau qu'il y a dedans. Puis, faut pas t'oublier, Judith, notre passionnée de tests de laboratoire et d'intervention clinique. Oui. Fait qu'aujourd'hui, on continue notre série répondre à des petites questions. Puis continuez de nous en envoyer parce que effectivement, c'est ça qui nous alimente. Puis plus vous allez nous envoyer, plus on va être pertinent pour y répondre. Fait que gênez-vous pas. Puis là, on veut faire un petit rappel là, de la dernière fois, être sûr que vous avez bien intégré les dernières notions. Donc, on se rappelle qu'on a parlé d'hémolyse et non d'hémolyse. Mais c'est ça, l'hémolyse, sujet très sérieux d'un spécimen, va affecter les résultats qui vont sortir de ça. Donc, on peut avoir des kaliémies qui sont rehaussées. La même chose pour le fer, l'acide folique, l'AST, le magnésium et le phosphore. Donc, il faut en tenir compte. Évidemment, quand l'hémolyse est trop importante, on n'aura pas de résultat. Donc, c'est le signe qu'on doit reprendre le test. L'autre élément qu'on a couvert, c'est l'anémie. Donc, l'anémie peut affecter l'hémoglobine glyquée. Si c'est une anémie légère, donc on parle entre 100 et 120 d'hémoglobine, l'impact est mineur. Donc, on peut encore considérer l'hémoglobine glyquée. Si on est en bas de 100, modéré, en bas de 80, sévère au niveau de l'anémie, donc là, on est mieux de pas se fier à l'hémoglobine glyquée et de préférer la glycémie. Finalement, on a parlé des anémies. L'anémie fériprive et l'anémie par manque de B12 et d'acide folique va rehausser faussement l'hémoglobine glyquée. Puis, l'anémie hémolytique ou les anémies de perte sanguine vont diminuer faussement l'hémoglobine glyquée. Exactement. C'est bon? C'est tout un sprint pour commencer pour Marie-France. Donc, ça résume super bien. Fait que je suis d'attaque pour vos prochaines petites questions. Elle résume tellement bien que les gens n'écouteront pas l'épisode 4. Oui, c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. Je pense qu'on va enlever ça, le résumé en début d'épisode. On va garder ça juste à la fin. Oui, peut-être. Fait que t'es prête pour une question? Oui, oui. Alors, on a Brigitte de Laval qui se demande... Non, c'est pas vrai, c'est moi. Mais j'ai remarqué sur les requêtes du CIUS, il n'y a pas de mention à jeun ni sans alcool pendant 48 heures. Mais quand j'ouvre mon logiciel informatique et que je sors une requête pour mon patient, c'est une des mentions qui est encore présente. Quand tu demandes quel test? Le test de bilan lipidique. Le bilan lipidique. Ouais. Parfait. Effectivement. Bien, ça, c'est le genre de question qui a une réponse courte. La réponse, c'est non. C'est plus nécessaire de demander aux patients d'être à jeun. Ça ne me rajeunira pas, là, mais si on recule il y a 20 ans, quand j'étais technologiste médicale, non seulement on demandait aux patients d'être à jeun plus de 12 heures, puis on demandait de ne pas avoir consommé d'alcool pendant 48 heures. Parce que le repas et l'alcool peuvent impacter les triglycérides. Donc, pour donner une idée de grandeur, un patient qui va manger juste avant qu'il va déjeuner, ça peut augmenter environ de 0,2 millimoles par litre le résultat des triglycérides. Puis, quand le résultat de triglycérides est trop élevé, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que dans la section du rapport de laboratoire où c'est écrit LDL calculé, il n'y aura pas de résultat du tout. Ça, c'est quand le résultat est trop élevé, qui est en haut, les triglycérides sont en haut de 4,5. Oh, quand même, c'est haut, là. Oui, si on est en haut de 4,5, là, on n'aura pas du tout de résultat. Le calcul
est pas représentatif. Savez-vous c'est quoi la formule? Parce que le LDL, c'est pas mesuré là, en calculé, biochimie, c'est ouais. calculé. Dans ton bac en biochimie, Michael? Non, mais Non? on faisait pas de tests de laboratoire. Ah, comme OK. ça. Ouais, Non. ouais. Je me fie au labo. Ben, ils sont Ouais. bons, ils sont bons. On n'a Ouais. pas besoin de le calculer, mais pour notre culture personnelle, Ouais. dans le fond, le LDL, ce que ça représente, c'est le cholestérol total, moins les triglycérides divisés par 2,2, moins le HDL. Donc, c'est comme je disais tout à l'heure, si les triglycérides sont trop élevés, là, le résultat de LDL pourrait être faussement diminué, il ne serait pas représentatif. Et l'autre chose à savoir, c'est que chez un patient qui a des triglycérides en haut de 1,5, c'est préférable de ne pas utiliser la valeur du LDL pour décider si on optimise la statine ou pour calculer, là, voir le risque là, de notre patient. Okay. Parce que le LDL, même s'il est normal, il pourrait quand même avoir un risque cardiovasculaire quand même élevé parce que ce LDL-là qui est bourré de triglycérides est plus hétérogène qu'un LDL qui a moins de triglycérides. Fait qu'à ce moment-là, on va se fier à l'ApoB et au nom HDL pour décider ce qu'on fait avec notre patient. Là, on s'entend là, par expérience des triglycérides en haut de 1,5. C'est quand même très commun. Là. Oui, quand même. Fait que de plus les en LDL, plus, dans le fond, on va les utiliser de moins en moins souvent. Puis, petite parenthèse un peu cocasse, on a parlé là, au dernier podcast que lorsqu'un patient avait un spécimen hémolysé, là, que là, c'était comme rouge, transparent, rouge vif. Mais un patient qui a des triglycérides élevés, ça fait un sérum qui est blanc, opaque, laiteux. C'est vraiment pas très chic. Et moi, je dis que les médecins devraient montrer des photos des sérums des patients pour les convaincre de prendre leur statine. Je pense que ça fonctionnerait. Puis tout d'un coup, il y aurait moins de myalgie et moins d'effets nocebo. C'est une belle façon de les convaincre de dire, regardez, c'est ça qui circule dans vos artères. Je vous suggère de prendre votre statine. C'est vraiment impressionnant. Là. Moi, je donne du placement à l'occasion. Puis ceux qui l'ont déjà fait, là, on est tous dans une salle, un à côté de l'autre. Puis on peut comparer... Regardez les poches. Oui. Les poches de chacun. Exact, on peut se comparer la poche. Puis, effectivement, il y a des plasmas, des fois, tu sais, qu'au lieu d'être jaune serein, là, jaune quasiment comme une urine, si on veut, là, c'est crémeux. Laiteux, oui. Ouais. J'aime bien crémeux, crème de poulet. Oui, là, je trouve que c'est une belle image, ça fit avec le côté gras de la situation. Fait que, juste revenir sur le 1.5, dans le fond, c'est l'ApoB puis le non-HDL qui serait préférable d'utiliser. Recommandé. L'ApoB, il faut le demander comme en surplus, mais le non-HDL, on l'a. On a le droit de le faire. Oui, le pharmacien a le droit de demander un ApoB. Souvent, c'est pas sur nos formulaires à nous, mais c'est quelque chose qui se rajoute là, sans problème. Oui, bien, on écrit autre test là, dans le bas de la requête, puis on peut l'ajouter. Les non-HDL, ça vient avec le bilan. Oui, exactement. Parfait, ça. Puis, on reste là-dedans. Là, les LDL, là, dernièrement, tu es venu faire un remplacement chez moi. Puis, j'ai remarqué que tu avais changé des cibles de LDL dans les dossiers de certains patients. Y a-tu une nouvelle cible? Ça a changé? Bien, déjà, le terme cible a été changé là, dans les dernières lignes directrices canadiennes en 2021. Okay. Au lieu de dire cible thérapeutique, il parle de seuil d'identification. Okay. Donc, maintenant, c'est le fameux 1.8 là, au lieu du 2 pour les patients en prévention secondaire. Mais on veut pas une cible rigide. Ce qu'on veut, c'est que le LDL soit le plus bas possible parce qu'on a réalisé que ça diminue les risques de récidive d'événements cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça, possiblement, le patient, ça devait être que tu avais mis au dossier une cible à 2 puis que là... possiblement, j'ai voulu optimiser la statine pour aller plus près du seuil d'identification. Prévention secondaire, 1.8. Oui, maintenant, c'est 1.8. Et s'il est en bas, ben tant mieux. Là. Il n'est plus question de dire qu'il y a un LDL qui est trop bas. Là. Plus c'est bas, mieux on aime ça. Ouais. OK. Fait que si je suis ton raisonnement, ça veut dire que je suis pas nécessairement obligée de refaire un bilan lipidique 4 à 6 semaines après avoir ajusté la dose, là. Non, effectivement. Puis là, il y a toutes sortes de lignées. Là. On n'embarquera pas sur PEER, là, en prévention primaire, qui ne redosent plus du tout. Là. Mais, tu sais, je suis pas... Ça sera un autre débat. Ça sera un autre débat et je suis pas nécessairement de cet avis qu'il faut plus doser. Mais, surtout en prévention secondaire, c'est vraiment d'aller à ce que le patient tolère, d'aller vraiment à la dose maximale tolérée. Ça donne rien d'y aller parce que le but, ce qu'on veut,
c'est pas une cible, c'est d'être le plus bas possible. Donc, à ce moment-là, on va à la dose maximale. Puis ça engendre moins de coûts là, de faire des bilans lipidiques pour rien. Puis, personnellement, moi, je suis pas le genre de pharmacienne qui a juste des statines à coût de 5 mg, là, surtout en prévention secondaire. Je pense que ça insécurise le patient. Tu sais, souvent, les cardiologues vont pas partir un rosuvastatin 5, ils vont commencer à 40. Puis, fait que souvent, c'est un petit peu inutile. Là, je crois qu'on fait plus peur aux patients qu'autre chose. Là. Si le patient sait qu'il existe du 5 mg. Oui, ben oui. Fait que, tu sais, lui, dans sa tête, oh mon Dieu, là, j'ai du 40 mg, c'est donc bien fort. Là, tout d'un coup, j'ai mal au dos, j'ai mal un petit peu partout. Puis là, tu sais, on a vu les dernières études, l'effet nocebo des statines. Là, il y avait autant d'effets secondaires chez le placebo que chez la statine. Là. Fait que c'est ça. Moi, je prescris plus là, aux 4 à 6 semaines. J'optimise, puis après, je fais pour avoir une idée, voir si là, c'est-tu nécessaire, mettons, d'ajouter de lézétimide. Tu dirais-tu, c'est d'amener le patient jusqu'à la dose maximale tolérée, c'est-tu d'y aller doucement, une étape à la fois? Ou des fois, on va mettre des 40 mg de moi, j'irais rapidement. Puis là, à moins, tu sais, il y a des gens là, qui tolèrent pas, puis pas juste les statines, qui ont des grandes intolérances. Là, oui, peut-être pour aller chercher le maximum qu'on peut. Mais d'emblée, si on peut aller près de la dose max. On peut commencer fort rapidement. Parfait. Ben, j'aime ce que j'entends. Là. C'est moins de travail pour les pharmaciens, moins de prise de sang. Oui, tout le monde est content, les pharmaciens et les patients. Moins de dépenses aussi pour les analyses. Oui, exactement. Oui, exact. Puis c'est notre enveloppe commune. Là. Fait que c'est moins de dépenses pour le gouvernement, moins de dépenses pour tout le monde. Parfait. Puis sinon, je pense qu'on a fait le tour pour du cholestérol. Du cholestérol. Sinon, côté insuffisance rénale, je sais que tu aimes ça. Chez les patients diabétiques, là, on a une question par rapport au Invokana. Puis, la protection néphroprotecteur, ça, on en a parlé à l'autre épisode avant. On a parlé de l'ajustement aussi à 60 ml minutes, ça va. Mais au niveau de la couverture, là, on me questionne sur la présence de protéinurie chez les patients qui n'avaient pas essayé, exemple, du metformine ou des sulfos auparavant. Ça a-tu changé? Oui, effectivement, ça l'a changé. Avant, c'était vraiment désagréable. Il fallait absolument, il y avait un patient que là, il y avait un RAC à 10, forte protéinurie, puis là, on n'a pas le choix d'essayer. Puis souvent, l'hémoglobine glyquée du patient n'était peut-être pas nécessairement si élevée que ça. Puis là, essaye une sulfonylurée, fait des hypoglycémies. Puis là, on peut. Mais moi, j'ai appris ça tout récemment. Je ne l'avais pas vu passer. Là, on reçoit des infolettes la RAMQ, mais honnêtement, on les lit pas tous de façon attentive. Et c'est un collègue pharmacien en GMF qui m'a appris la bonne nouvelle que depuis novembre, la dapagliflozine, le Forxiga, est maintenant reconnu pour la néphropathie chronique avec le code VA619. On peut le faire rembourser et même si on avait un patient qui n'est pas diabétique qui souffre de néphropathie, dans le fond, les critères, il faut avoir tenté au moins pendant 4 semaines un ISCA ou un ARA, ou si il y a une contre-indication, un patient qui ne peut pas prendre l'ISCA ARA pourrait, avec le code, être éligible. Ah, c'est bon. C'est seulement le Forxiga que ce code. Pour le moment, oui. Okay. On peut supposer que les autres vont venir, mais pour le moment, oui, il y a juste le Forxiga qu'on peut avoir le code de VA619. OK. Ben écoute, moi non plus, j'avais pas vu passer ça, Judith, puis je suis contente de l'apprendre. Surtout qu'avec notre fameux PL 67 qu'on attend impatiemment ou avec crainte pour certains, mais ça va nous permettre peut-être d'être un peu plus autonome justement chez ces patients-là. Si la maladie chronique est déjà diagnostiquée, on va possiblement, on met le conditionnel, on est dans l'hypothèse, mais possiblement pouvoir faire des ajouts de molécules dans le cadre d'un diagnostic déjà établi. Fait que tant mieux si... on a cette option-là de plus là qui est disponible. Qui sait, peut-être que avant longtemps, on sera dedans le PL 67. Mais je pense que tu avais une autre bonne nouvelle à nous partager, Judith. Bien, par rapport au Forxiga, l'autre bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas besoin de l'ajuster à l'instance rénale. Donc, quand on initie le traitement,
D'autant plus que là, il est accepté pour la néphropathie chronique. Donc, moi, je rêve de ce moment où j'aurais pas besoin de référer via le GAP avec un formulaire pour demander au médecin d'ajouter puis de tout lui écrire pour lui avec le code, là, de pouvoir le faire moi-même. C'est sûr, comme je le disais à l'autre épisode, en bas de 45 ml minutes, c'est préférable que ce soit un néphrologue là, qui initie ce genre de traitement-là. Mais sinon, si c'est un début avec protéinurie, ça peut être bien là, de l'initier. On n'a pas besoin d'ajuster la dose. C'est sûr qu'en bas de 45 ml minutes, c'est vraiment plus pour la protéinurie, l'effet néphroprotecteur qu'on va le donner, pas tant pour l'effet sur la glycémie. Puis il ne faut pas oublier qu'en bas de 30 ml par minute, on n'initie pas le traitement. Okay. On va le garder, mais on ne va pas l'initier à ces valeurs-là. Exactement. OK, c'est bon. Ben, en attendant le PL66, ça fait des belles occasions d'opinion d'amorce qui peut être envoyée pour nos patients RAMQ. Donc, à garder en tête pour la facturation. Effectivement. On voit que c'est un propriétaire. Il voit les opportunités d'affaires. C'est important. On en reparle. Au dernier épisode, tu as donné l'exemple du Valacyclovir en ajustement. Puis je pense que les gens ils ont aimé ça d'avoir des petits cues comme ça rapides. Fait que je sais pas si tu en as d'autres en rafale que tu peux nous introduire. Là, je pense qu'il y a une auditrice là, en particulier qui aimerait bien avoir d'autres exemples d'ajustement. Oui, oui, ça va. Vous savez que ça me fait plaisir d'instruire les pharmaciens sur les molécules à surveiller en insuffisance rénale. Si on reste dans le domaine du diabète, l'autre molécule qu'il faut faire attention, encore là, à 60 ml minutes, pareil comme notre fameux Invokana, c'est l'allogliptine, le Nésina. Que lui, aussitôt qu'on est en bas de 60 ml minutes, on ne va pas dépasser 12,5 mg par jour. Ensuite, dans le diabète, l'autre molécule qu'il faut surveiller, c'est la metformine. À 60 ml minutes, on n'a pas besoin de l'ajuster, mais il va falloir faire des bilans plus serrés parce que là, souvent, on sait, là, les médecins voient les patients aux 2 ans. Là. Fait que si on a un patient qui est à 62 ml minutes, ça vaut la peine de s'assurer que un petit DFGE là, au moins aux 6 mois, puis de faire l'ajustement si c'est nécessaire. Donc, encore une petite question quiz. À partir de quelle clairance il faut ajuster la metformine? J'ai triché un peu. Hier, je suis allée voir dans Vigilance en prévision de ce matin et j'ai vu que c'était 45 ml minutes. Exactement. Et qu'est-ce qu'on fait en bas de 45 ml minutes? C'est maximum 1000, je pense. Exactement. C'est maximum. Fait que souvent, on va voir le fameux 500 mg BIT. Donc, si je continue dans les médicaments qui peuvent être néphrotoxiques, les autres à surveiller, il y a le méthotrexate. Bien que le méthotrexate, on a rarement là, des dosages très, très précis, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'à 70 ml minutes, déjà, il faut faire une surveillance accrue. Il faut commencer. Même pour un patient qui prend ça une dose par semaine pour de l'arthrite, par exemple? Oui, quand même. À partir de 70 ml minutes, il faut quand même surveiller. C'est sûr que le risque est moins si on a, mettons, 15 mg par semaine, mais il faut quand même être vigilant. Et l'autre molécule qu'on voit de plus en plus souvent dans les douleurs ou dans les migraines, là, le topiramate, lui aussi, c'est 70 ml minutes. C'est quand même vraiment très léger. Là. Puis lui, on commence à 50 de la dose usuelle. Fait que déjà, le topiramate, on se souvient qu'on dose ça vraiment de façon très, très graduelle, mais là, ça va être encore plus graduel avec un insuffisant rénal. C'est des bons exemples parce que 70 millilitres par minute, c'est des doses souvent qu'on ne va pas se soucier. Non, c'est pour ça que j'ai cru bon de vous le mentionner. Puis c'est une molécule, c'est ça que je vois de plus en plus quand je me promène des pharmaciens qui font des suivis de douleurs ou de migraines. Donc, c'est vraiment à surveiller. Puis souvent, il y a des dossiers sans DFGE. Fait que 70 ml minutes, surtout si on a une personne âgée, elle risque d'être en bas de 70 ml par minute. Puis si je continue après du côté des antibiotiques, il y a la nitrofurantoïne, le macrobide, en théorie, en bas de 60 ml par minute est contre-indiqué, mais qu'en haut de 40 ml minute, si c'est un traitement de moins de séjour qu'on va se permettre de donner. Et la ciprofloxacine, qui en bas de 60 ml minute, on ne dépasse pas 1 gramme par jour. Oui, mais on ne dépasse pas souvent ça, 1 gramme par jour avec la cipro. Effectivement. Il y a un cas en particulier où on dépasse le 1 gramme par jour. Et c'est dans quel cas qu'on va donner plus d'1 gramme par jour de ciprofloxacine? Aucune idée. Très bonne question. C'est une très bonne question. La réponse, c'est dans un cas d'infection à Pseudomonas aeruginosa.
Pseudomonas, que là, ça me rappelle mon temps où je travaillais en microbiologie, qui est une bactérie qui, lorsqu'il pousse sur la gélose, dégage une petite odeur de raisin. OK. Ouais, là, je lâche les bananes, Ouais. là, je suis rendue dans les On change de fruits. raisins. On c'est donne dans ça. la gastronomie quand même. Oui, là. j'ai une petite fixation sur les fruits. Puis même des fois, dans des patients qui ont des pneumonies, parfois en rentrant dans la chambre, il peut se dégager une petite odeur de pseudomonas. Tu confirmes le diagnostic avant que ça ait poussé Au sur nez. ta gélose. Oui, exactement. Le médecin peut avoir une petite idée de qu'est-ce qui se passe. Fait que dans ce cas-là, on va donner 750 mg 2 fois par jour pour avoir une meilleure concentration titulaire, surtout dans des cas d'infections sévères, à pneumonie ou des infections urinaires compliquées. Là, c'est important d'avoir des bonnes concentrations. J'ai d'ailleurs déjà eu une pharmacienne qui avait mémorisé que le pseudomonas, c'était 750 mg BID, mais que là, elle m'obstinait qu'il ne fallait pas désajuster, tu sais, il ne fallait pas le mettre à 500 peu BID parce importe, qu'elle dit, ben non, c'est du pseudomonas. Je dis, j'étais oui, mais là, le patient, il filtre moins, donc les concentrations tissulaires vont être les bonnes parce qu'il filtre moins. Donc, c'est important à ce moment-là là, de le mettre à 500 mg 2 fois par jour. Là. Oui, pseudomonas, en général, c'est 750, mais c'est important de l'ajouter pour ne pas avoir des effets, c'est ça, néphrotoxiques ou neurologiques ou gastro-intestinales. Ça me fait penser au médecin que j'avais rappelé justement pour un ajustement d'une céphalo en cas d'insuffisance rénale. Puis quand je lui ai donné la dose à ajuster, il dit OK, mais il dit il va falloir qu'on traite plus longtemps. Parce qu'il avait baissé Parce la qu'il dose. avait baissé la dose, lui, il comprenait qu'il faudrait qu'on étire le traitement plus longtemps. Il calculait en dose totale. Calculer en dose totale d'exposition, milligrammes, je sais ok. pas. Écoute, j'ai eu une couple de secondes à me dire comment je vais y expliquer que non, il n'y a pas besoin. Pas juste dire non, mais pour qu'ils comprennent. Ouais, là. ouais. C'est comme la pharmacocinétique, là, c'était pas dans son bagage, mais c'est des choses qui arrivent effectivement, puis ça vaut la peine de le clarifier effectivement. Fait que, ben, merci, Judith, pour tous ces éclaircissements. Je pense que. Ça fait plaisir. En tout cas, moi, ça m'aide, puis c'est sûr que je vais penser à toi les prochaines fois que je vais vérifier des DFGA. Avant de terminer, j'aurais une question pour toi, Michael. C'est une petite question, mais je me doute que la réponse sera pas une réponse petite. Vas-y. Là, on a parlé de 67, Ouais. puis tu sais, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'interventions qu'on peut faire, même avant 67. Puis 67 va nous permettre d'élargir ça quand même de façon notable là, si on se fie aux rumeurs. Comment tu arrives à permettre aux pharmaciens, tu sais, tes propriétaires, comment tu gères ça comme propriétaire pour libérer le pharmacien pour faire plus de tâches cliniques, moins de tâches techniques, puis de les libérer, oui, puis de réussir à rentabiliser ça aussi, là. Oui. Ben, t'as des bons éléments déjà de réponse dans ta question. Les libérer de tâches techniques, ça, c'est assurément... Mais encore, comment est-ce qu'on fait ça? C'est sûr que dans un idéal, on aurait une quantité infinie de pharmaciens. J'en assurais 2 dans un bureau à faire de l'analyse de dossiers à longueur Temps de plein. journée. Exact. La réalité étant ce qu'elle est, la pénurie de main-d'œuvre dans les régions pires, c'est pire que dans d'autres régions aussi. Fait que c'est une réalité qui est propre à chaque pharmacie. Il n'y a pas de recette gagnante. Je pense que le mot d'ordre, c'est déléguer. Puis déléguer au patient son suivi. Quand il est compétent puis il est apte à le faire. Effectivement, moi, je vois beaucoup dans des dossiers de pharmaciens qui ont ajouté, mettons, un antidépresseur, puis l'appeler voir comment il va dans 2 semaines. C'est Ouais. comme, non, il m'appellera s'il va pas bien, là. C'est ça, Exactement. c'est pour nos patients qui sont capables, qui sont fiables, effectivement, de les guider dans qu'est-ce qu'ils doivent surveiller. Puis oui, effectivement. Exact. Ton suivi 72 heures sur un antibiotique, si la personne, tu as confiance en elle, tu la connais Oui. bien, tu sais qu'elle va te rappeler ou qu'elle va aller consulter si jamais les symptômes ne sont pas améliorés ou se sont aggravés. Mais mets-toi pas une note de suivi là-dessus, gagne du temps. Approche vigie, hein? Ben, Ouais. c'est ça me ramène à l'approche vigie là-dessus. Je pense qu'on peut ne pas tout faire en même temps dès la première rencontre. Il y a des choses qui peuvent s'évaluer sur le tard, des choses qui peuvent être abordées seulement si nécessaire. Donc, l'approche vigie, d'ailleurs, c'est une approche podcast. Je n'ai déjà parlé dans un épisode, mais je vous invite encore à aller voir ça. C'est vraiment merveilleux d'avoir une position. C'est l'ordre, c'est une formation de l'ordre Ouais. aussi.
d'avoir une position là-dessus qui nous dit qu'on n'est pas obligé de tout faire en même temps, au même moment. Mais après ça, déléguer aux ATP aussi, faut leur faire confiance. Ils sont là, sont compétentes, avec des bons outils, des questionnaires standardisés. Je pense qu'il y a moyen de... Oui, puis je suis d'accord avec toi de les accompagner, de déléguer, leur donner les bons outils, les bonnes formations. Puis, tu sais, tu disais, faut leur faire confiance. Ouais. Tout à fait. Il y a une question de confiance. Mais il y a aussi une question de s'assurer qu'on a les bonnes mesures de contrôle. Oui, exact. Tu sais, quand on fait de la délégation de vérification contenant-contenu, c'est pas un chèque en blanc qu'on donne à notre équipe technique. Exact. Hein, il y a des formations, il y a des évaluations, il y a des contrôles qualité, il y a des registres d'erreurs. Tous ces éléments-là sont des mécanismes de contrôle pour sécuriser ce processus-là, puis s'assurer qu'il est fait de façon uniforme en tout temps pour augmenter notre sécurité, puis libérer le pharmacien de cette tâche-là. Puis étonnamment, quand on fait ça de la bonne façon, nos ATP sont meilleurs que les pharmaciens. Vraiment, il y a moins d'erreurs. Il y a moins d'erreurs. Fait que ça protège tout le monde, le patient en Leur premier. focus est vraiment sur la tâche technique. Nous, comme pharmaciens, 100%. admettons, je vérifie un pilulier, là, je vais partir dans ma tête, là, pourquoi il a combiné ça avec ça. Tellement. Puis là, on perd notre focus s'égare. de vérifier le contenant-contenu. Là. Tout à fait. Et en plus, on leur donne des conditions meilleures que les conditions dans lesquelles nous, comme pharmaciens, on fait ces mêmes tâches-là. Fait que toutes ces raisons-là sont bonnes pour favoriser la délégation. Puis d'ailleurs, je reviens à ce que tu me disais tantôt, Michael, hors d'onde. Tu me parlais que tu sentais de la réticence de la part de certains pharmaciens. Oui. Parfois, certains pharmaciens salariés qui étaient réticents à travailler dans un contexte de délégation contenant-contenu sur la chaîne de travail dans les paniers. Ce que j'ai constaté avec l'expérience que j'ai dans les milieux, c'est que c'est le contraire. C'est que les pharmaciens salariés devraient demander d'avoir cette délégation-là parce que ça les protège davantage au niveau des risques d'erreurs contenant-contenu de deux façons. La première façon, c'est que il y a moins d'erreurs qui vont sortir parce que notre processus est sécurisé à toutes les étapes. Fait que déjà là, le risque d'erreur est baissé parce qu'il y en a moins, statistiquement. L'autre raison, c'est que quand on est en processus de délégation contenant-contenu, ce n'est pas le pharmacien instrumentant en service au moment où le service se fait qui va être tenu responsable s'il y avait une erreur, c'est l'entité pharmacie. Donc, le pharmacien salarié est doublement protégé par une DVCC. Exact. Fait qu'il n'y a pas de raison de pas déléguer. Il n'y a pas de raison de pas le faire, finalement. Il n'y a plus de bonne raison de pas le faire. Fait que merci d'avoir amené la délégation dans ton intervention. Ben, la DVCC, puis tu sais, même je rajouterais, tu parlais du contrôle des erreurs, ben, tu sais, de l'automatisation, c'est plus si cher que ça. C'est des bons investissements, mais en temps, si on élimine le va-et-vient t'as pas compté la bonne affaire. Ça, on dirait que la quantité ne fit pas. Tout ce va-et-vient-là qu'on est capable d'éliminer avec des robots compteurs, mais des fois, juste des outils d'aide au comptage, là, les petits plateaux là, qui comptent pour nous. Ça fait de la validation d'IN. On est sûr qu'on vient d'éliminer ce risque d'erreur-là. On vient de sauver énormément de temps. Tout à fait. Une autre façon de sauver du temps, ben, c'est de contrôler le débit. Puis ça, pour contrôler le débit, ben, les renouvellements automatiques, là, appelez-les patients élites, VIP, là, ils ont tous des noms différents. RPA, exact. Ben, ça permet de contrôler le débit parce qu'on a le contrôle sur le moment où on les appelle. On a le contrôle sur le moment où on prépare le panier, puis on a le contrôle sur le moment où on vérifie le panier. Puis tu as le contrôle sur ta commande en plus parce que tu as le temps de commander le produit qui te manque, tu as moins de devons. C'est les fameux devons. La gestion des est plus devons, simple. ça aussi, c'est du va-et-vient, ça crée du mécontentement. Puis là, tu as des clients qui reviennent 2 fois, on fait 2 fois le même procédé. Ça tombe tout le temps sur le même patient. Les devons d'un mois à l'autre, là, c'est statistique. Dans les autres RA qui existent, puis qui existent depuis longtemps, c'est les piluliers. Oui. Ça s'appelait pas comme ça, mais c'est exactement le même principe. Tout à fait. Puis après ça, ben, dans un moindre niveau, ben, les renouvellements web qui éliminent la partie on répond au téléphone. On est coincé 5 minutes au téléphone avec un patient qui veut juste renouveler 3 médicaments. Puis sinon, ben, dans le pire des scénarios, quand on n'a pas le choix, le petit 20% qui reste à la fin, hein, Pareto, 80%, 20%, ben, on donne des délais raisonnables pour nous. Si nous, notre délai raisonnable, c'est 4 heures, ben, on donne 4 heures. Mais si c'est 24 heures, il ne faut pas avoir peur de le donner, c'était 24 heures. Puis, dis-moi, corrige-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que les premières fois
comme propriétaire, on prend cette directive-là, puis de demander à nos patients d'étirer le délai, ils sont surpris, mais qu'après ça, ils finissent par se faire à l'idée puis s'habituer. Oui, absolument. Tu sais, il y a eu des belles campagnes de communication aussi de nos associations puis de l'ordre pour expliquer l'importance de laisser le temps. Je pense que le discours, c'est quelque chose qui est devenu populaire pendant la pandémie, qui ça a créé du mécontentement, des gens qui ont changé de pharmacie pour ce genre de délai-là. Mais pour la majorité des gens, je pense qu'ils comprennent. C'est juste de l'initier, là. C'est le bout, le chialage du début. Puis de bien expliquer que là, quand ils vont vouloir justement consulter le pharmacien, si le pharmacien n'est pas en train de vérifier un panier qui a 20 médicaments dedans, il va avoir le conseil plus rapidement, tout ça. Fait que tout s'explique. C'est juste que ça prend du temps au moment qu'on initie tout ça. C'est une gestion de changement, comme on dit, pour les patients aussi. C'est de le présenter comme un avantage pour le patient, puis de respecter notre engagement qu'on a par rapport à ça. Fait que si on fait des RA, mais qui sont pas prêts quand ils passent 3 jours plus tard, ça passe tu mal. viens de casser ton contrat moral que tu avais avec ton contrat verbal que tu avais avec le patient. Puis ça vient d'arrêter là. Tu viens de perdre cette occasion-là. Fait que ça, c'est contrôler le débit, on en parlait. Mais dans le débit, à un moment donné, il y a des petites questions qui viennent se coincer. Les fameuses. Dans l'engrenage à des places où que, toi, t'étais pas rendu là. Fait qu'en tant que pharmacien, répondre à une petite question qui arrive à ta gauche, parce que malheureusement, ton poste pharmacien est exposé, il est à côté de l'espace conseil. Le rouge que tu es en train de faire, ou peut-être même le bleu qui arrive dans 1 heure, là, t'arrêtes ça, tu réponds à la petite question, tu reviens, faut que tu te remettes dans... Pourquoi ne pas terminer ce qu'on a fait? Introduire le patient dans la chaîne de travail, qui sera dans l'ordre des choses. Si c'est le 3e à passer, c'est le 3e. Même si c'est juste une petite question, il est arrivé à ce moment-là, c'est ça qu'il y avait à faire. Puis terminer ce que vous avez commencé. Coupez pas en plein milieu, c'est là qu'on fait des erreurs. C'est prouvé aussi que ça augmente aussi notre anxiété, là, notre charge mentale, de se faire interrompre dans ce qu'on fait. 100%. Tout à fait. Puis des fois, quand tu es dedans, de prendre le temps de finir, ça va te prendre 1 minute. Alors que si tu lâches, tu vas faire autre chose, puis tu reviens, ça va te prendre 5 minutes à te remettre dedans. Fait que là aussi, il y a une perte d'efficacité. Effectivement. Y avait-tu d'autres choses, Michael? Écoute, j'en ai. Mais j'ajouterais la formation, c'est super important d'en faire, de se pratiquer à en faire beaucoup, 41, 31, et éventuellement... Écoutez beaucoup Action Rapide, ça va vous faire sauver beaucoup Action Rapide, mais tu sais, de savoir ce qui se fait, puis comment le faire, puis de le pratiquer, puis de se mouiller aussi, puis de dire, hey, regarde, celui-là, je m'essaye en carrément, puis plus qu'on va en faire. Des santé-voyages, ma première santé-voyage me prenait 30 minutes, puis à cette heure, c'est simple, là, il y a des destinations que c'est quasiment un automatisme. Mais ça vient avec l'expérience. Puis je rajouterais un petit dernier point, des fois, d'essayer d'impliquer les ATP aussi dans j'appelle ça la protection du pharmacien. Oui. On disait pharmacien, il y en a juste un dans ton lab aujourd'hui. Puis, tu sais, protégez-le. Si tu vois un patient là, qui veut y parler, essayer de détourner l'attention, de l'amener vers vous à l'accueil. Des fois, le pharmacien il répond pas tout de suite parce qu'il est occupé. Puis là, le patient continue de parler. Va le chercher. Lance-y une perche. Va le chercher, ramène-le vers toi. Protège ton pharmacien parce qu'il y en a juste un. Ah oui, c'est comme les défenseurs, Oui. Comme les défenseurs qui protègent leur gardien de but. Exact. Effectivement. Ça travaille d'équipe. Wow, ça fait quand même beaucoup de choses. J'en ai plein d'autres, mais ça va prendre un épisode. On fera un autre épisode. On va s'en garder. Là, écoute, je suis rendue au point stratégique. Là où je réveille les gens qui se sont endormis durant l'épisode, là, avec le résumé de la fin. Là, je vous avertis, c'est un bon résumé, fait que je vais prendre une bonne respiration. Puis vous m'aiderez aux besoins, mes collègues. Donc, on parlait de bilan lipidique. Ce que j'ai compris, c'est que là, c'est plus nécessaire de faire ça à jeun. Non, effectivement. Fait qu'on vient de sauver une complication pour les patients, là, pour qui c'est pas évident tout le temps. Donc, la seule chose, c'est que si nos triglycérides sont très élevés, donc en haut de 4,5, à ce moment-là, on est mieux de le faire à jeun parce qu'on va avoir une grande précision. Peut-être que le résultat sortira plus non plus parce qu'on a vu qu'un repas, ça change plus grand-chose. Oui, ça va être quelques millimoles par litre. Puis de toute façon, on a dit tout aussi qu'il fallait se fier au non HDL chez les patients. Fait que
C'est pour ça que la réponse globale, c'est ça change. Ça change plus grand-chose. Puis effectivement, si nos triglycérides, comme tu le dis, sont en haut de 1,5, on va privilégier la peau B ou le cholestérol non HDL, effectivement. Oui. L'autre chose que j'ai apprise, c'est au niveau du seuil d'intensification des statines. Écoute, ça doit être parce que je suis assez occupée, mais j'avais pas vu passer qu'en prévention secondaire, c'était plus vraiment des cibles, c'était plus un point de repère pour avoir un résultat de LDL qui serait en bas de 1,8. On va optimiser notre statine jusqu'à tant que le patient la tolère pour justement avoir une meilleure efficacité. Fait qu'il n'y a plus de LDL trop bas finalement. Exactement. Puis, ce qui fait que finalement, on n'a plus besoin de refaire nos prises de sang de bilan lipidique aussi souvent. On va attendre d'être vraiment à une dose que le patient tolère, puis on va revérifier à ce moment-là. Mais on fait pas d'ajustement par palier comme on fait avec d'autres médicaments. Exactement. Super. OK. Si je retourne avec dans le domaine du diabète, la dapagliflozine, le Forxiga, un bel exercice de diction. Vous êtes bon avec les noms de médicaments. Vous Écoute, on s'est habitué avec l'expérience. Donc, depuis novembre 2024, j'ai appris que la dapagliflozine est remboursée pour la néphropathie chronique avec le fameux code VA619. Et ça, même si notre patient n'est pas diabétique, à condition qu'il ait pris un IECA ou un ARA dans les dernières 4 semaines au moins. Donc ça, c'est intéressant parce que on n'a pas besoin de faire le test là avec le metformine, avec le gliburide pour avant d'arriver avec le Forxiga. Autre point intéressant au niveau de l'ajustement des doses en insuffisance rénale. Il y a la dapagliflozine toujours. Hein, on veut me stimuler la discussion. Dans le fond, on va pas l'initier en bas de 30 ml minutes. Par contre, on n'a pas besoin d'ajuster la dose une fois qu'il est initié. C'est ce que j'ai compris. Ouais, on va pas l'initier à 30 ml minutes. Puis comme je disais tout à l'heure, en bas de 45 ml minutes, c'est pas vraiment un pharmacien qui va initier ça non plus. Là. C'est ça. Mais si le patient est déjà dessus, s'il descend tranquillement, on va pas ajuster la dose. Parfait. Finalement, on a le Nésina, l'allogliptine, qu'on doit ajuster à 12,5 mg par jour en bas de 60 ml minutes. Metformine, j'ai envie de te challenger, Michael. À partir de quand on ajuste la metformine? 45. 45, yes. On surveille à partir de 60, puis on ajuste à partir de 45. Et dernier point de mon résumé, d'autres médicaments surveillés en insuffisance rénale, entre autres à cause de la néphrotoxicité, méthotrexate et topiramate. À partir de quoi on ajuste? On l'a vu tantôt à 70. 70. Je voulais juste voir si tu suivais. Oui, c'est parce que là, le nouveau papa, des fois, il s'endort. Je veux juste être sûr qu'il reste... J'ai plus de café. Je veux juste être sûr qu'il reste avec nous autres. Puis à 70, c'est ça qui c'est impressionnant aussi comme valeur. Oui, parce qu'il y a beaucoup de nos patients qui sont en bas de 70. Là. Oui, puis souvent, à partir de 60, on commence à s'en soucier dans les dossiers. Exact. Fait que 70, ça peut passer dans la craque, comme on dit. Donc, il y a aussi la nitrofurantoïne qu'on va considérer de l'utiliser en haut de 40 pour des courtes périodes, des traitements de courte durée. Mais sinon, on va pas l'utiliser à partir de 60. Exactement. Puis, la Cipro. Ah oui, ça, je me souviens du raisin. Il y avait un lien avec le raisin. La dose maximale par jour est de 1 gramme pour nos patients en insuffisance rénale. Si on est en bas de 60 ml. Si on est en bas de 60 ml minutes. Puis, on a parlé, le raisin, le lien était avec le Pseudomonas aeruginosa. Qui demande une dose plus élevée, mais j'ai retenu que si notre patient est insuffisant rénal, on va quand même ajuster la dose, même en présence d'un pseudomonas. Exactement. Ça pouvait pas être mieux résumé, tout ça. C'est pour ça que les auditeurs sont si contents à ce bout-là du podcast. C'est très, très bien résumé. Tu résumes pas ma partie? C'est parce que ça fait pas longtemps qu'on en a parlé. Ben oui. Mais je pense que si je voulais résumer ta partie, ça serait déléguer, déléguer, déléguer. Exact. Prenez tous les moyens possibles pour déléguer. Tu m'enlèves les mots de la bouche.
Fait que le mot de la fin, Michael. Ben oui, le mot de la fin, ben c'est la fin de notre épisode. Première chose, merci à vous deux. Ben, merci d'avoir à été toi. présents. Merci Encore une à fois, vous un autres plaisir. Je pense qu'on commence à avoir pressé le citron de nos connaissances, même si je ne doute pas que vous en avez encore tout plein d'autres. Donc, j'ai l'impression, le futur pourra me contredire, qu'on aura peut-être des invités Oui, Oui. restez à aux l'affût. prochains Oui. épisodes. Donc, c'est pas encore fait, mais c'est quelque chose qu'on aimerait bien avoir d'autres têtes pour s'ajouter à nos réflexions. Donc, Stimuler la discussion, puis aller chercher des expertises complémentaires aux nôtres. vraiment. Fait que ça, des commentaires, des suggestions, si vous avez des invités que vous avez aimés en conférence, puis que vous trouvez que ce serait le fun de les voir en podcast, ou vous donnez des conférences, puis que vous avez le goût de Vous êtes intéressé? les adapter en formule podcast, on est bien ouvert, on prend toutes les propositions. Donc, voilà, c'est tout. Eh Ça ben, finit de salut même. tout le monde! À la prochaine. À la prochaine! Devant le public.